Nous allons étudier dans ce chapitre l'anatomie du membre supérieur. Nous allons diviser ce membre supérieur en ensemble fonctionnel musculo-articulaire et dans le cours d'aujourd'hui, nous débutons par des généralités sur le squelette, sur la notion d'ensemble fonctionnel et nous verrons également le squelette du membre supérieur. Dans l'anatomie des membres, il y a des structures qui sont communes et nous allons par quelques remarques d'anatomie générale introduire le squelette et les articulations. Le squelette est une structure de support et de soutien pour les viscères, mais aussi l'appareil musculaire. Ce squelette, de forme très variable, est en plus, pour certains viscères, un système de protection, en particulier pour la cage thoracique avec l'appareil respiratoire et le cœur, mais plus encore pour l'extrémité crânienne. Le crâne protège le système nerveux central, le cerveau, mais également les principaux organes des sens, la vue, l'audition, etc. Cette protection se retrouve également pour la moelle épinière dans le canal vertébral des vertèbres. Le squelette est un élément passif dans les mouvements, il va subir les mouvements imposés par le système nerveux et les muscles. C'est aussi un élément plastique. Élément plastique qui va adapter sa forme, ses courbures, aux directions et à l'intensité des forces musculaires qui lui sont appliquées. Et cette plasticité, qui est en fait due à un renouvellement permanent du tissu osseux, permettra de réparer les lésions, en particulier les fractures. Le squelette humain est constitué de 208 pièces osseuses, plus quelques os surnuméraires, inconstant, variable d'une personne à une autre, et l'os peut être étudié soit sur un élément fossile, l'os sec, pour lequel il ne reste que la trame calcaire, ou bien sûr, ce qui est plus intéressant en médecine, l'os vivant étudié soit par l'imagerie, les radiographies, le scanner, etc., soit étudié pendant une intervention chirurgicale et ses suites. Classiquement, on va classifier les os selon tout d'abord les os courts. Les os courts, comme par exemple ici les os du poignet, du carpe. Les os courts ont sensiblement 3 dimensions équivalentes. Les os plats comme l'omoplate ou scapula, qui a 2 dimensions qui prédominent, largeur et hauteur, mais une épaisseur qui est limitée. Ou enfin les os longs comme l'humérus, que l'on trouve au niveau des membres, avec 2 extrémités articulaires et une portion longiligne qu'on appelle la diaphyse, qui elle est dépourvue d'articulation, mais sur laquelle vient s'insérer des muscles. Les os courts sont situés essentiellement au niveau des extrémités, le poignet, le pied, les phalanges de la main. Les os plats sont situés, eux, par contre, au niveau des racines des membres, comme le bassin, le sternum, l'omoplate, et enfin les os longs sont retrouvés dans les membres, au niveau du bras, de l'avant-bras, de la partie jambière également. L'étude des membres va être divisée en ensemble fonctionnel musculo-articulaire. Nous avons sur ce schéma une coupe frontale d'un ensemble fonctionnel musculo-articulaire qui est purement théorique, qui met en place les différents constituants qui vont animer une articulation. Parmi les appareils qui interviennent, il y a tout d'abord l'appareil de glissement, qui est constitué de cartilage articulaire et d'une membrane synoviale. Le cartilage articulaire et les surfaces articulaires sont situées aux extrémités du squelette. Elles sont recouvertes de cartilage qui est représenté en bleu, qui est une couche tissulaire mince, fragile, lisse, régulière. La membrane synoviale est représentée en couleur orangée. Cette membrane synoviale est lâche, détendue. Elle n'a pas de prétention de contention. Elle délimite une cavité virtuelle parce que normalement les 2 surfaces articulaires sont au contact l'une de l'autre. Cette membrane synoviale a la forme d'un cylindre. C'est en fait un manchon synovial qui est inséré en périphérie du cartilage sur chacune des surfaces articulaires et qui fait un pont d'une pièce squelettique à l'autre. Cette cavité synoviale sécrète
un liquide riche en protéines, le surfactant, qui limite l'usure des surfaces articulaires cartilagineuses. L'usure articulaire survient au bout de plusieurs années. L'usure articulaire s'appelle l'arthrose. Par contre, la membrane synoviale, qui sécrète le surfactant riche en protéines, est également un producteur d'anticorps. Les anticorps peuvent, bien sûr, servir de système de défense, mais parfois agir malencontreusement contre l'articulation et détruire progressivement l'articulation. Ceci rentre dans le groupe des maladies rhumatismales. Après l'appareil de glissement, il y a un appareil de maintien et de limitation des mouvements. Celui-ci est juste en superficie par rapport au précédent. Il est représenté en vert, c'est un tissu conjonctif, solide généralement, qui forme là aussi un manchon, un cylindre, autour de l'articulation. La capsule articulaire est insérée sur le squelette, à distance du cartilage. Elle entoure toute la surface articulaire et cet appareil de maintien, qui est la capsule, va être renforcé par endroits par des épaississements qu'on appelle des ligaments. Ces ligaments vont renforcer l'articulation, mais aussi limiter certaines amplitudes de mouvement et directions de mouvement. Les directions de mouvement sont principalement définies par la forme des articulations. Cet appareil de maintien a ses limites. En effet, au-delà d'une certaine force, au-delà d'une certaine sollicitation, il peut être rompu, et une rupture d'une capsule articulaire et des ligaments s'appelle une entorse. Le troisième composant est l'appareil de mouvement. L'appareil de mouvement est constitué par les muscles. Il y a toujours deux groupes de muscles pour animer une articulation. Les muscles dits agonistes, qui dans leur contraction vont produire un mouvement, par exemple un mouvement de flexion, et des muscles antagonistes, qui sont situés sur l'autre face, qui vont s'opposer au mouvement de flexion, par exemple, ce sont les muscles extenseurs. Il y a toujours un équilibre, une balance, entre les muscles agonistes et antagonistes. Ils sont nécessaires, l'un et l'autre, pour une bonne régulation du mouvement. Les muscles s'insèrent sur le squelette de deux façons différentes. Soit par une large insertion sur la pièce osseuse, comme c'est le cas dans la partie en haut et à droite du schéma, soit le muscle s'amincit, se transforme progressivement non plus en tissu musculaire contractile mais en tissu conjonctif, non contractile, tissu conjonctif qui s'amincit et se termine par un tendon qui lui aussi s'insère sur la pièce squelettique. On remarquera donc que le ligament appartient à l'articulation, à la capsule articulaire, alors que le tendon est l'un des modes de terminaison d'un muscle. Mais cet appareil, qui a besoin d'énergie pour être animé, doit être indispensablement vascularisé par un apport artériel qui amène des métabolites, en particulier du glucose, des protéines, de l'oxygène, et un retour veineux qui draine le sang qui vient d'être distribué aux différentes structures osseuses, musculaires. Enfin, il faut une innervation par le système nerveux périphérique, qui reçoit les ordres du système nerveux central, innervation qui va entraîner la contraction musculaire, innervation qui va aussi intégrer la sensibilité, c'est-à-dire une douleur si le mouvement est exagéré, mais aussi la sensibilité de la position d'un membre et d'une articulation dans l'espace pour que l'individu soit conscient de la position d'un membre. L'appareil de glissement met en présence des surfaces articulaires recouvertes de cartilage. Ces surfaces articulaires sont de formes géométriques variables et différentes. Elles entrent dans la constitution d'articulations mobiles avec deux surfaces, d'où le nom de diarthrose, articulations mobiles et articulations vraies, c'est-à-dire qui sont complétées par une membrane synoviale et une capsule articulaire. Les formes géométriques sont variables, elles sont divisées en 6 modèles de diarthrose que l'on va trouver au niveau des membres. Premièrement, l'énarthrose.
L'énarthrose met en présence des segments de sphère, et comme le montre un schéma, un segment de sphère plein en regard d'un segment de sphère creux. L'énarthrose fait partie des articulations très mobiles, puisqu'elle a 3 axes de rotation. Un premier axe de rotation qui serait perpendiculaire à l'écran selon le point rouge, un deuxième axe de rotation qui serait dans le plan de l'écran, dans le prolongement des traits noirs qui figurent le squelette, et un troisième axe de rotation qui serait vertical dans le plan de l'écran et qui passerait par une ligne verticale par le point rouge. Le deuxième modèle articulaire, c'est la condylarthrose. Cette fois-ci, les surfaces ne sont plus des segments de sphère, mais des segments d'ovoïdes. Segments d'ovoïdes avec, cette fois-ci, seulement 2 axes de rotation. Un axe perpendiculaire à l'écran sur le point rouge, et le deuxième axe vertical, parallèle au plan de l'écran, qui passerait aussi par le point rouge. Il manque dans ce cas l'axe horizontal dans le prolongement des traits noirs. Le troisième modèle s'appelle la trochléarthrose. Ce sont des surfaces en forme de poulie, avec une poulie qui présente une gouttière, en regard d'un deuxième segment articulaire d'une surface qui est, au contraire, angulaire et qui s'engage dans la gouttière de la poulie. Il n'y a qu'un seul axe de rotation, selon le pointillé rouge, qui permet donc des mouvements généralement exclusivement de flexion-extension. Le quatrième modèle concerne les trochoïdes. Cette fois-ci, les surfaces sont des segments de cylindre, un cylindre plein face à un segment de cylindre creux, avec un seul axe de rotation, qui est représenté selon les traits rouges, verticales dans le plan de l'écran. Les articulations en selle sont en fait des croissants emboîtés réciproquement l'un dans l'autre. C'est le deuxième modèle d'articulation très mobile, comme l'énarthrose, avec 3 directions de mouvement. Une première direction serait le glissement du croissant supérieur sur la concavité du croissant inférieur. La deuxième direction de mouvement, le glissement du croissant supérieur sur le déroulement de sa concavité par rapport au croissant inférieur. Et enfin, le troisième axe serait un axe vertical dans le plan de l'écran qui serait limité par la butée des extrémités, la butée des cornes des articulations en scène l'une par rapport à l'autre. Le sixième modèle, c'est l'arthrodie. L'arthrodie est peu mobile puisqu'elle met en regard des surfaces articulaires planes avec très peu de degrés de liberté. Le cartilage articulaire a donc une fonction de glissement, mais aussi une fonction de transmission des forces d'un segment de membre sur un autre. Et ce cartilage articulaire est très fragile, il faut le protéger, il faut éviter les traumatismes articulaires qui provoquent des plaies, des déchirures sur ces articulations. Le cartilage articulaire a bien sûr une fonction de glissement, une surface par rapport à l'autre, avec un cartilage qui est lisse, un cartilage qui est recouvert de surfactants, mais c'est aussi un tissu qui permet la transmission des forces, qui joue un rôle d'amortisseur, et ce cartilage articulaire est malheureusement fragile et fait souvent l'objet de traumatismes. Si les surfaces articulaires, comme on vient de le voir, ont des formes géométriques complémentaires l'une par rapport à l'autre, eh bien ces surfaces complémentaires ne sont pas toujours parfaitement adaptées. En effet, la congruence des surfaces articulaires n'est pas toujours respectée. C'est dans ces cas que viennent s'interposer des fibrocartilages intermédiaires. Les fibrocartilages intermédiaires ont des formes géométriques différentes. Ils sont de 3 types. Premièrement, le disque. C'est un fibrocartilage qui est bien sûr totalement différent du disque intervertébral. Le disque est une structure cylindrique de faible hauteur, mais dont les surfaces sont creuses et donnent la forme d'une lentille biconcave. Par exemple, dans l'articulation entre la clavicule qui appartient au membre supérieur et le sternum qui appartient au thorax, eh bien vient s'interposer un disque pour permettre une meilleure congruence entre ces deux surfaces articulaires. Le deuxième modèle, c'est le bourrelet. Le bourrelet est un disque qui a perdu
la partie centrale de tissu cartilagineux. Sur la section, il a une forme triangulaire, la partie épaisse étant périphérique, la partie amincie et manquante au centre. L'articulation entre l'extrémité proximale de l'humérus et l'omoplate fait intervenir un bourrelet. En effet, la tête de l'humérus a une surface d'un tiers de sphère, alors que la cavité glénoïdale qui appartient à l'omoplate est pratiquement plane. Ce défaut de congruence est compensé par un bourrelet de fibrocartilage, qui est inséré en périphérie de la cavité glénoïdale et qui donne un segment de sphère creux. Le troisième modèle, c'est le ménisque. Les plus célèbres ménisques sont dans l'articulation du genou, et le ménisque est en fait un segment de bourrelet qui laisse persister uniquement un croissant, avec une partie épaisse périphérique, une partie mince qui est au contraire près du centre de ce qu'était le cercle, le bourrelet. Dans l'articulation de l'épaule, un ménisque est présent dans l'articulation entre la clavicule et l'acromion. L'acromion appartient à l'omoplate et vient s'interposer entre ces deux surfaces articulaires. Voyons maintenant en détail le squelette du membre supérieur. Le membre supérieur est destiné à des mouvements très amples, des mouvements qui ont une finalité de préhension pour l'alimentation, préhension pour le travail, mais également des mouvements plutôt d'extension pour l'équilibre, voire la défense. Voici un schéma qui représente l'humérus du côté droit. C'est une vue antérieure ou ventrale en morphologie externe. Les os longs sont divisés en trois parties. Les extrémités, qu'on appelle les épiphyses, qui supportent généralement les surfaces articulaires, et dans le cas présent, il y a une épiphyse proximale ou extrémité supérieure. C'est une zone qui est généralement tourmentée par différents reliefs où viennent s'insérer des muscles. Ceci s'oppose à l'épiphyse distale ou extrémité inférieure, qui généralement est de forme géométrique différente, avec là aussi des surfaces articulaires, et entre les deux se situe la diaphyse, qui n'est que osseuse, sans cartilage, diaphyse qui est plus ou moins régulière, selon les éléments qui passent à son contact ou qui viennent s'insérer sur le tissu osseux. Tout d'abord, l'épiphyse proximale est marquée par des reliefs qu'on appelle apophyses ou processus. L'apophyse peut être articulaire, recouverte de cartilage, c'est le cas de la tête de l'humérus qui est un segment de sphère, plus exactement un tiers de sphère, et qui est orienté en haut, médialement et en direction dorsale. La tête de l'humérus, recouverte de cartilage très régulier, fait une jonction avec la suite de l'épiphyse proximale, jonction qui est marquée ici par une couleur jaune plus prononcée, c'est ce que l'on appelle le col anatomique de l'humérus. Les apophyses peuvent être non articulaires et sont représentées par deux tubercules. Le tubercule majeur qui est situé en haut, latéralement et vers l'avant, c'est un site d'insertion musculaire important, par opposition au tubercule mineur qui lui est plus médial et de volume plus petit. Entre les deux existe un sillon intertuberculaire dans lequel passe un tendon. La jonction entre l'épiphyse proximale et la diaphyse est une zone légèrement rétrécie qu'on appelle le col chirurgical de l'humérus. Col chirurgical parce que, à ce niveau, il existe un type de fracture caractéristique. La diaphyse est un cylindre irrégulier qui est marqué par des empreintes musculaires, la principale étant l'empreinte musculaire du muscle deltoïde qui se situe au tiers moyen de cette diaphyse sur la face latérale et laisse une empreinte avec la forme de la lettre V. Au-dessous de cette empreinte musculaire, il y a une gouttière qu'on appelle la gouttière de torsion de l'humérus, qui n'est pas due à un élément
mécanique, une force qui s'applique et provoque une torsion, mais c'est simplement le passage du nerf radial qui est au contact du squelette. On peut faire remarquer que les fractures de la diaphyse de l'humérus, qui sont fréquentes, peuvent blesser le nerf radial qui est au contact du squelette et peuvent incarcérer le nerf radial dans le foyer de fracture. Le troisième élément caractéristique de la diaphyse est la présence de trous nourriciers par lesquels passent les vaisseaux, artères et veines, pour alimenter le tissu osseux. En effet, le tissu osseux est très vascularisé, il se renouvelle en permanence et a besoin d'un apport métabolique important. Toute fracture de l'épiphyse ou de la diaphyse provoque un saignement plus ou moins abondant dans les tissus. L'épiphyse distale a une forme très différente de l'épiphyse proximale, elle est aplatie d'avant en arrière et elle supporte deux surfaces articulaires recouvertes de cartilage sur la face ventrale tout à fait en distalité. Tout d'abord la trochlée de l'humérus qui est médial, puis le capitulum ou condyle qui lui est latéral. Sur chacune de ces surfaces viendra s'articuler un os spécifique de l'avant-bras. Les apophyses non articulaires de l'épiphyse distale sont représentées par l'épicondyle médial ou épitrochlée, qui est une zone d'insertion musculaire importante, et en complément l'épicondyle latéral, où là aussi des muscles viendront s'insérer destinés à l'avant-bras. Il existe enfin deux fossettes, chacune au-dessus d'une surface articulaire, la fossette coronoïde au-dessus de la trochlée de l'humérus et la fossette radiale au-dessus du capitulum. Ce schéma représente une coupe frontale de l'humérus droit et c'est le segment postérieur de la coupe qui est représenté sur le schéma. Il nous permet d'analyser la structure interne de l'os, de l'humérus et surtout de sa jonction avec les pièces squelettiques adjacentes. Tout d'abord, l'épiphyse est recouverte d'un os cortical mince qui fait moins d'1 millimètre et sur lequel viendra s'appuyer le cartilage articulaire. La partie profonde, centrale, est constituée d'os spongieux. C'est un entrecroisement de travées osseuses, d'os cortical mince, avec, entre ces entrecroisements, des aréoles, des petites cavités losangiques qui contiennent de la moelle rouge, c'est-à-dire essentiellement des éléments figurés du sang, des hématies. Ce tissu spongieux est très résistant à la pression. La diaphyse, par opposition, est constituée d'une corticale épaisse d'os compacts. Corticale épaisse d'os compacts qui s'amincit au niveau des épiphyses, proximales ou distales, et la corticale isole le canal médulaire, le canal central de la diaphyse, qui contient de la moelle jaune, c'est-à-dire essentiellement du tissu graisseux chez l'adulte, et de la moelle rouge chez l'enfant, qui est producteur de globules, en particulier d'hématies. Le petit schéma sur la droite représente une coupe transversale. Coupe transversale ou horizontale qui montre que la diaphyse n'est pas un cylindre régulier mais plutôt triangulaire et qu'elle est recouverte par le périoste. Le périoste est un tissu conjonctif qui adhère fortement à la corticale, qui est un élément nutritif pour la corticale et qui est aussi nécessaire pour son renouvellement et la croissance. À proximité des épiphyses, le périoste qui est fortement adhérent à la diaphyse va se détacher de la corticale. Et le périoste passe en pont d'une pièce squelettique à une autre sur toute la périphérie de la pièce squelettique et vient constituer la capsule articulaire entre deux segments osseux, qui participe donc à l'appareil de maintien du squelette, capsule articulaire qui est généralement très résistante et renforcée par des ligaments.
L'os suivant est un os long, c'est la clavicule. Clavicule qui appartient au squelette proximal du membre supérieur. C'est un os sinueux qui est ici représenté sur sa face supérieure et sa face inférieure. La clavicule sur sa face supérieure présente des zones d'aspérité, rugueuses, comme tout d'abord l'insertion du muscle deltoïde sur le tiers latéral et sur le tiers médial, une partie rugueuse qui correspond à l'insertion du muscle grand pectoral. Cette diaphyse a une section qui est triangulaire dans sa partie médiale et une section qui est rectangulaire dans sa partie latérale. Il y a deux surfaces articulaires sur chacune des extrémités. L'extrémité médiale s'articule avec le sternum, l'extrémité latérale s'articule avec l'acromion, qui est l'un des composants de la scapula ou omoplate. Le schéma suivant représente la clavicule en place, avec l'appareil musculaire sur le côté gauche de l'individu, dépourvu d'appareil musculaire sur la partie droite de l'individu. La clavicule est un os superficiel, palpable en sous-cutané, avec son articulation vis-à-vis du sternum, son articulation médiale pour le sternum, latérale pour l'acromion. Les éléments musculaires qui s'insèrent sur cette clavicule sont dorsalement le muscle trapèze, latéralement le muscle deltoïde et médialement le grand pectoral qui recouvre une grande partie de la surface thoracique. Ce sont tous des muscles superficiels. La clavicule, qui n'existe pas chez tous les animaux, a une fonction très précise. Elle déplace latéralement le membre supérieur, elle latéralise le membre supérieur pour le dégager du thorax et permettre une amplitude de mouvement beaucoup plus importante dans l'ensemble fonctionnel de l'épaule. La pièce squelettique suivante est l'omoplate ou scapula. Ce premier schéma représente la face ventrale de la scapula. C'est un os qui est globalement losangique, avec plusieurs apophyses ou processus, surtout situés dans la partie crâniale et latérale. La surface ventrale s'appelle l'écaille. L'écaille de la scapula, elle est concave. C'est une surface lisse, régulière, qui s'adapte à la convexité de la cage thoracique. On décrit tout d'abord le bord spinal, celui qui est proche de la colonne vertébrale, un angle supérieur, un angle inférieur et le pilier de la scapula, pilier qui est un renforcement osseux qui part de l'angle inférieur, qui augmente régulièrement jusqu'à la cavité glénoïdale où vient s'articuler la tête de l'humérus. La cavité glénoïdale est lisse, régulière, ovoïde. La tête de l'humérus, par contre, a une forme de 1/3 de sphère et vient s'articuler sur la cavité glénoïdale. Cette cavité glénoïdale est orientée latéralement, ventralement et crânialement. La face dorsale, qui n'est pas visible sur ce schéma, présente un relief volumineux qui est l'épine de la scapula. L'épine est orientée en haut, latéralement, et cette épine va diviser la surface dorsale de la scapula en deux régions. L'épine se termine et se prolonge par l'acromion qui est un relief volumineux, qui lui-même s'articule avec l'extrémité latérale de la clavicule. Il reste une dernière aspérité, une apophyse non articulaire, c'est le processus coracoïde, qui est une structure avec un angle à 90 degrés, où vont s'insérer de nombreux muscles. Le schéma sur la droite représente une coupe horizontale, avec une moitié géométrique de la convexité du thorax. La scapula est au contact de la cage thoracique, des muscles viennent s'interposer. On remarque l'aspect convexe de la surface dorsale, l'aspect concave de la surface ventrale de la scapula, et l'orientation de la cavité glénoïdale et de la tête de l'humérus.
Sur l'extrémité crâniale de l'humérus, ou proximale, on a représenté également les deux tubercules, tubercule majeur, tubercule mineur, avec le sillon intertuberculaire. Ce schéma représente une vue postérieure de la scapula avec la colonne vertébrale qui est symbolisée par un trait vertical noir, la convexité du thorax. L'omoplate représente en fait un os relais, une structure intermédiaire pour l'insertion des muscles entre l'humérus et la colonne vertébrale. Sur ce schéma, on reconnaît la tête de l'humérus qui s'articule sur la cavité glénoïdale, et cette situation intermédiaire de l'omoplate par rapport au tronc permet une mobilité maximale de la tête de l'humérus. Sur le schéma, on peut cette fois-ci, sur la face dorsale, comprendre la position et l'orientation de l'épine de la scapula, qui divise la face dorsale en deux zones, une fosse supraépineuse et une fosse infraépineuse, et l'épine qui se prolonge par l'acromion. L'angle inférieur de la scapula se projette au niveau de la 7e côte. Ce schéma représente la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, c'est l'association entre l'omoplate ou scapula et la clavicule, qui forme une structure squelettique proximale pour le membre supérieur. Les ceintures sont présentes au niveau des racines des membres. Ceinture pelvienne, par exemple, pour le membre inférieur. C'est une vue crâniale de l'ensemble omoplate, thorax, clavicule, humérus. Pour la scapula, il y a tout d'abord le bord spinal, proche de la ligne médiane. L'angle supérieur est ici visible, et la partie dorsale est représentée par l'épine de la scapula qui partage cette face dorsale en deux fosses, supraépineuse et fosse infraépineuse. L'épine se prolonge et se termine par l'acromion, qui revient en direction ventrale. La fosse supraépineuse est un lieu d'insertion de muscles animateurs de l'humérus. La cavité glénoïdale est rattachée à la structure plus médiale de la scapula par une zone rétrécie qu'on appelle le col de la scapula, qui peut être le siège de fracture. En avant se trouve le processus coracoïde, non articulaire, avec son angulation typique à 90 degrés. Sous l'acromion et la clavicule se trouve la tête de l'humérus, avec sa forme de 1/3 de sphère, et, appartenant à l'épiphyse proximale, le tubercule majeur, le tubercule mineur. La cage thoracique, ici dans son extrémité crâniale, est constituée par la première côte, qui est sous-jacente à la clavicule, le sternum est en position médiale, la clavicule fait un pont osseux entre le sternum, appartenant au thorax, et l'acromion, qui est le deuxième élément appartenant à la scapula et forme la ceinture scapulaire. Et on remarque sur ce schéma que la voûte acromioclaviculaire surplombe la tête de l'humérus et, en grande partie, protège la tête de l'humérus. Le segment de membre suivant est l'avant-bras. L'avant-bras comprend deux pièces squelettiques, le radius et l'ulna ou cubitus. Ces deux pièces squelettiques d'os longs parallèles sont opposées point par point. Premièrement, l'ulna présente une extrémité proximale volumineuse, alors que c'est le radius qui présente une extrémité distale volumineuse. L'épiphyse proximale de l'ulna comprend une large surface articulaire qu'on appelle l'incisure trochléaire. Ce sont deux surfaces concaves séparées par une crête verticale médiane. Au-delà, en distalité de l'incisure trochléaire, il y a une zone osseuse dépourvue de cartilage, rugueuse, qu'on appelle le processus coronoïde. Sur le bord latéral de l'ulna, sans discontinuité de l'incisure trochléaire, il y a une surface cartilagineuse qui s'appelle l'incisure radiale. C'est là que vient s'articuler la tête du radius. Au-dessous du processus coronoïde, sur l'ulna, une zone rugueuse d'insertion musculaire s'appelle la tubérosité ulnaire. Ensuite, en direction distale, se développe la diaphyse ulnaire,
diaphyse qui n'est pas totalement rectiligne, comme le montre le trait orange, et qui s'amincit progressivement au fur et à mesure que l'on va vers la distalité. L'ulna se termine par la tête ulnaire, ou épiphyse distale, tête ulnaire qui comprend une zone cartilagineuse qui est un segment de cylindre, et qui se prolonge par une zone non articulaire, le processus styloïde ulnaire. Par opposition, le radius a une tête qui n'est plus distale mais proximale. C'est un segment de cylindre irrégulier qui vient s'articuler dans l'incisure radiale de l'ulna, qui se prolonge par le col, une zone rétrécie, fragile, siège de fracture, et cette portion proximale se termine par la tubérosité radiale ou tubérosité bicipitale, parce que c'est sur ce relief osseux que vient s'insérer en distalité le muscle biceps brachial. En distalité, la diaphyse radiale s'élargit, elle s'élargit progressivement et présente une courbure qu'on appelle la courbure pronatrice. C'est grâce à cette courbure que le radius peut tourner autour de l'ulna et permettre le mouvement de pronation. Tout à fait en distalité, le radius se termine par le processus styloïde radial, qui est toujours plus distal que le processus styloïde ulnaire. Le schéma, dans le prolongement des deux os longs de l'avant-bras, représente la surface distale de ces deux os. La partie distale de ces deux os de l'avant-bras comprend une articulation entre l'ulna et le radius. En effet, la tête ulnaire vient s'articuler dans l'incisure ulnaire du radius. Les surfaces articulaires ont la forme de segments de cylindre, cylindre plein pour l'ulna, cylindre creux pour le radius. Le processus styloïde ulnaire est visible sur cette vue distale comme le processus styloïde radial. Schématiquement, le radius va tourner autour de l'ulna, comme le montre le schéma géométrique sur la droite, pour permettre les mouvements de pronation ou supination dans le sens inverse. Le segment distal, qui fait suite, est représenté par le carpe. Le carpe, c'est une succession de 8 os courts organisés en 2 rangées, 3 colonnes. La première rangée, rangée proximale, comprend comme pièce squelettique latéralement le scaphoïde qui est en regard de la partie latérale du radius, en situation intermédiaire le lunatum, et pour la troisième colonne qui est médiale, le trichétrum qui est rehaussé par un os ovoïde, le pisiforme. La deuxième rangée comprend latéralement l'os trapèze associé à l'os trapézoïde. La partie centrale est représentée par un os plus volumineux qu'on appelle aussi le grand os ou capitatum. Il est plus ou moins à cheval sur les 2 rangées. Il a la forme schématiquement d'un bouchon de champagne avec une tubérosité centrale. Enfin, médialement, l'amatum, dernière pièce squelettique du carpe, l'amatum avec un relief là aussi sur sa surface ventrale. On terminera par le squelette de la main, squelette qui permet la préhension. Pour mémoire, sont rappelés sur le schéma dans la partie haute les première et deuxième rangées des os du carpe. Il y a 5 doigts dans la main, dont un très particulier à l'espèce humaine, qui est le premier doigt ou le pouce. Les 4 derniers doigts sont similaires dans leur anatomie, seule la dimension des pièces squelettiques permet de les différencier. On a ainsi les 2e, 3e, 4e et 5e doigts qui ont des mouvements équivalents, un squelette bâti sur la même organisation. Seul le 3e rayon est représenté détaillé sur le schéma. La main
est constitué tout d'abord par la région des métacarpes. Les métacarpes sont très peu mobiles, puisque les articulations entre le carpe et le métacarpe sont des arthrodies, des surfaces planes, très peu mobiles. Cette zone correspond à la paume de la main. Le métacarpe est constitué par 4 os métacarpiens, ce sont des os longs, avec une base qui est proximale, qui s'articule avec la deuxième rangée des os du carpe, puis une diaphyse, puis une extrémité distale, que l'on appelle la tête métacarpienne, et qui correspond sur le plan articulaire à un condyle. Les doigts, enfin, sont des segments mobiles, constitués de 3 phalanges, P1 ou phalange proximale, P2 ou phalange intermédiaire, P3 ou phalange distale. Il y a donc des articulations métacarpophalangiennes, qui sont des condylarthroses, des articulations entre phalange proximale et phalange intermédiaire, qui sont des trochléarthroses, et des articulations entre phalange intermédiaire et phalange distale, qui sont également des trochléarthroses miniatures. Le premier doigt, le pouce, est différent à plusieurs titres. D'abord, il n'a que 3 pièces squelettiques, avec le premier métacarpien qui est mobile, et très mobile, puisqu'il a une articulation en selle par rapport à la deuxième rangée des os du carpe. C'est ce qui va lui permettre d'être indépendant et en opposition par rapport aux 4 derniers doigts. Le squelette est plus volumineux, plus épais et plus résistant. L'articulation métacarpophalangienne du pouce est également un condyle entre le métacarpien et la première phalange, mais il n'y a donc qu'une phalange proximale et une phalange distale. Les articulations interphalangiennes du pouce. L'articulation interphalangienne du pouce est une trochléarthrose. Pour ce résumé, les articulations des doigts sont des articulations métacarpophalangiennes, condylarthrose, que l'on symbolise par le sigle MCP. Il y a ensuite 2 articulations interphalangiennes, qui sont toutes des trochléarthroses, interphalangienne proximale ou IPP, et interphalangienne distale pour les 4 derniers doigts, ou IPD.